Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'écouter Radio Sénégal, il est 19h. Au micro, Gorbel Jacob Ba, le paludisme recule au Sénégal et entraîne aujourd'hui moins de décès, mais l'État vise la préélimination et déroule un plan de lutte contre la maladie sur 4 ans. Il nécessite 11 milliards de francs CFA. Le PUDC, un modèle de développement innovant et inclusif pour l'Afrique. 20 pays du continent sont à Dakar pour s'inspirer du programme d'urgence de développement communautaire. L'Académie de Kaolack dote ses écoles, collèges et lycées en boîtes à pharmacie, 125 boîtes pour une valeur de 10 millions de francs CFA. À suivre les sports présentés par Bassirou Silla et la revue de presse signée Arona Diouf. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Le commissariat spécial de Touba a arrêté la nuit du 9 mars dernier 4 malfaiteurs ayant commis plusieurs cambriolages. La police avait déjà interpellé le receleur. Le dossier est en instruction au tribunal de grande instance de Diourbel. L'appel à l'aide du chef de village de Mbouya dans le département de Tivaouane, c'est en faveur des sinistrés de l'incendie qui s'est produit hier dans la localité. 7 cases ont été brûlées, des vivres également et de l'argent évalué à plus de 600 000 francs CFA. Le paludisme recule au Sénégal et entraîne moins de décès. 300 cas enregistrés en 2016 contre 500 décès l'année d'avant, mais l'État vise la préélimination du paludisme à travers un plan stratégique 2016-2020. Il nécessite 11 milliards de francs CFA. On écoute à ce sujet le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, le docteur Oumar Sarr, joint au téléphone par Maria Mamane. Le Sénégal a élaboré un plan stratégique de lutte contre le paludisme de 5 ans, 2016-2020. Et dans ce plan, il est clairement annoncé comme objectif la préélimination du paludisme au Sénégal, avec plusieurs stratégies que nous sommes en train de dérouler. Et il nous faut aussi, en tout cas, beaucoup de ressources, des ressources matérielles, des ressources humaines, mais aussi des ressources financières pour arriver à cet objectif. Et cette année, nous avons introduit la gratuité de la prise en charge du paludisme grave dans certaines régions, avec l'introduction d'un produit appelé artesunate injectable. Maintenant, cet artesunate est gratuit chez le malade et la prise en charge du paludisme grave est gratuite dans 6 régions du pays. Parce que c'était ces 6 régions qui constituaient en tout cas le grand fardeau des cas de paludisme grave au Sénégal. Quelles sont ces régions? Ces régions, c'est les régions du sud, donc c'est les régions de Kédougou, de Tambacounda, de Kolda, de Sédhiou, Kaolack et Diourbel. Donc ce sont ces 6 régions qui sont intégrées dans la prise en charge gratuite des cas de paludisme grave. Dr Oumar Sarr, coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. Le programme d'urgence de développement communautaire séduit l'Afrique. 20 pays du continent sont réunis à Dakar pour s'inspirer de ce programme innovant et inclusif. Le PUDC en chiffre, c'est 400 villages électrifiés, 790 pistes rurales réalisées et 168 forages construits, le tout en moins de 2 ans. Tida Sané. Dans sa volonté de réduire les inégalités entre zones urbaines et rurales, le président Macky Sall a lancé en juillet 2015 le programme d'urgence de développement communautaire. En 18 mois de réalisation, le PUDC est plus que satisfaisant. Entre autres réalisations, 420 villages ont été électrifiés, 790 pistes rurales et 168 forages construits et plus de 3000 équipements ruraux distribués aux femmes. Un programme prometteur dont voudrait s'inspirer la vingtaine de pays réunis à Dakar. Bintou Djibo, représentant résident du PNUD au Sénégal. Le PUDC est un modèle innovant qui change le paradigme du développement à la base et qui est en train de faire ses preuves au Sénégal. L'Afrique ne peut émerger en laissant en rade plus de 50% de sa population sans aucun minimum vital, à savoir l'accès à l'eau potable, l'énergie, la santé, l'éducation et l'alimentation. Pour le directeur du programme Afrique du PNUD, le PUDC constitue un modèle de référence. Abdoulaye Mardjei. Seules des actions d'urgence inscrites dans une perspective de développement à long terme peuvent
nous permettre de vaincre la tyrannie de l'urgence. Tyrannie qu'il faut vaincre pour corriger les inégalités, les exclusions et les marginalisations, lesquelles sont préjudiciables à tout processus de développement durable et à toute paix sociale. Le gouvernement du Sénégal ne compte pas s'arrêter là dans son ambition de faire renaître l'espoir en milieu rural. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'État a financé la première phase du PUDC sur fonds propres pour un montant de près de 120 milliards de francs CFA. Pour la seconde phase du programme, il sera alloué un montant de près de 300 milliards additionnels. Le gouvernement compte maintenir ses efforts. 20 pays d'Afrique prennent part à l'atelier de partage sur le PUDC à Dakar. Durant 2 jours, ces techniciens vont essayer de comprendre le modèle PUDC afin de le reproduire chez eux. Autre programme qui connaît un succès, le PADEC, le programme d'appui au développement économique de la Casamance, qui arrive bientôt à terme et pourrait bénéficier d'une deuxième phase. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Environnement lors d'une visite d'unité de transformation et de conditionnement dans la région de Kolda. Le PADEC a enrôlé en 8 ans près de 10 000 bénéficiaires dans la région naturelle de la Casamance qui s'activent pour la plupart dans les céréales locales, le miel et les noix d'acajou. Les précisions de Bassirou Kane. À Bagadadji, à une trentaine de kilomètres de Kolda, se trouve une unité de transformation de noix d'acajou. Abdourahim Diallo est le gérant de cette unité. On transforme, on obtient de l'amande entière et brusée. On crée de la valeur ajoutée, on vend dans les marchés extérieurs. Hormis quelques difficultés liées à l'approvisionnement de la matière première, les membres du GIE Pinal Naforé de Bagadadji s'en sortent plutôt bien. On a mis en place une coopérative. Chaque unité envoie au niveau de la coopérative. Et la coopérative a maintenant des partenaires extérieurs qui viennent prendre. Bon, avec la flambée des prix, on a parfois difficulté d'approvisionnement en matière première. Avant Bagadadji, le ministre de l'Environnement et sa délégation ont aussi visité une unité de transformation de miel à Médina Gounass et une unité de céréales locales à Vélingara. Toutes ces unités ont été implantées avec le concours du PADEC. Colonel Cheikh Daouda Diallo en est le coordinateur. L'objectif qui nous a été assigné, c'était de toucher 10 000 opérateurs à travers toutes les activités d'appui. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 9 000, ce qui fait un taux de réalisation d'un peu plus de 90%. C'est assez louable, mais nous pensons que le plus important pour nous, ce sont les projets productifs. Le programme d'appui au développement économique de la Casamance qui arrive au terme de sa mission en 2018, mais une prolongation pourrait bien avoir lieu vu l'impact que ce projet a eu au niveau des populations. Le ministre de l'Environnement, Abdoulaye Bibi Baldé. Ça a beaucoup d'impact en termes de préservation de la forêt. Les impacts sont importants, mais aussi de préservation de la forêt. Les impacts sont importants. Ensuite, nous avons bénéficié d'une phase de consolidation. Tout indique qu'il y aura une deuxième phase pour encore améliorer les acquis. En 2016, 30 tonnes de miel, 17 kg d'amandes de cajou, 41 000 litres de produits liquides et 8 tonnes de produits séchés d'une valeur globale de 136 millions de francs CFA ont été produits. Kolda, Bassirou Kane, Radio Sénégal. La suite du journal à 19h08, ouverture ce matin de la première session du Haut Conseil des collectivités territoriales. Au programme de cette session, un atelier de mise à niveau des hauts conseillers, une concertation sur la durée de leur mandat. Le président du HCCT, Ousmane Tanordien, a beaucoup insisté sur l'apport de l'institution dans la mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques. Ousmane Tanordien, interrogé par Jean-Baptiste Boukepsani. Les Sénégalais attendent de nous que nous soyons des acteurs essentiels de cette grande espérance en ouvrant des passerelles entre l'État et les collectivités territoriales, entre les élus locaux et les acteurs à la base. Mesdames et messieurs les hauts conseillers, j'engage le puits né des institutions territoriales du Sénégal. Je veux nommer le Haut Conseil des collectivités territoriales à travailler pour faire de l'aménagement et du développement territorial plus qu'un instrument mis à la disposition des pouvoirs locaux. Planification ascendante mise à la disposition des pouvoirs locaux. Je vous exhorte donc à être en première ligne face aux préoccupations des élus locaux, en première ligne pour accompagner le gouvernement dans son ambition de territorialisation des politiques publiques. L'enjeu, c'est de nous mobiliser pour préparer les mutations. J'espère que cette transformation qualitative sera engagée très rapidement pour notre pays. Mesdames et messieurs les hauts conseillers, les institutions qui réussissent le mieux dans la compétition mondiale sont celles qui sont capables de fédérer tous les acteurs dans un même projet.
Cela vaut également pour la concertation demain. Le dialogue et la concertation préparent les succès de demain. Il est impératif qu'on continue de donner l'image de gens respectables, qui s'écoutent, qui dialoguent et qui tirent le débat vers le haut. Il y a suffisamment d'enjeux complexes autour de nous qui nous commandent des débats de haut niveau. Je sais la complexité de notre pays, sa diversité, ses contradictions. Je sais aussi les difficultés qui nous guettent. Soyons à la hauteur de ce qu'attendent nos compatriotes, de ce qu'ils vivent, des enjeux du pays qui nous attend au tournant et surtout de notre réputation démocratique en Afrique et dans le monde. À l'instant, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales de la Ousmane Tanordien qui s'exprimait ce matin à l'ouverture de la première session de cette institution. Un mot en santé dans le milieu scolaire avec l'Académie de Kaolack qui a remis 125 boîtes à pharmacie à ses écoles, lycées et collèges. C'est un investissement de 10 millions de francs CFA prélevés dans le montant des droits d'inscription des élèves. Daouda Badiane. Ces 125 boîtes à pharmacie dont le coût est estimé à 10 millions de francs sont destinées à 25 lycées et 98 collèges de l'Académie. Elles vont permettre aux établissements scolaires de pouvoir assurer et veiller sur la santé des apprenants. Madame Khadijatou Diallo, inspectrice d'Académie de Kaolack. Nous avons mis dans un compte bancaire et nous nous sommes retrouvés très rapidement autour de 10 millions de francs pour nous permettre donc de faire des boîtes à pharmacie. Nous avons fait faire 125 boîtes à pharmacie et sur la base d'indications reçues des médecins, chefs de district et des infirmiers chefs de poste, nous avons eu des informations, des indications pour la prise en charge de la santé de l'élève immédiate, c'est-à-dire les soins de première nécessité. Au-delà des boîtes à pharmacie, l'Académie, à travers son bras technique, l'inspection médicale des écoles, assiste les élèves grands malades, nous dit Madame Khadijatou Diallo, inspectrice d'Académie. L'inspection médicale des écoles prend en charge les enfants grands malades, donc qui ont besoin d'être opérés, qui ont des pathologies quand même assez diverses et que les parents sont démunis, qu'ils ne peuvent pas prendre en charge. Donc l'inspection médicale des écoles les accompagne du début jusqu'à la guérison. Les coordinateurs de l'inspection médicale des écoles souhaitent que les infirmiers soient affectés dans les écoles pour rendre efficace la couverture médicale en milieu scolaire. Le gouverneur a lancé le démarrage de la distribution de ces boîtes à pharmacie. Il a encouragé la pérennisation de cette action sociale pour que tous les établissements scolaires en bénéficient. Daouda Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Le sport sénégalais en manque de confiance au point que ses acteurs fassent recours au mysticisme et c'était le cas hier lors de la finale de la CAN des moins de 20 ans de football. L'équipe du Sénégal tente son nettement à imposer ses pratiques. Les télévisions, les ambiants qui se sont nettement imposés, ces pratiques mystiques relèguent au second plan le mérite dans la société sénégalaise au profit des raccourcis magiques. C'est l'analyse du professeur Ibrahim Massow, directeur du laboratoire de l'imaginaire de l'IFAN. Je propose de... La question revient souvent et puis c'est dans la mentalité des gens et dans leur culture, dans la société. Les gens pensent que les pratiques occultes ont plus de valeur que, disons, dans tous les milieux qu'on voit ça. Le maraboutage a pris vraiment de plus en plus de l'ampleur telle que maintenant on le cache même. Dans le lait que l'on jette, les œufs, le pain qu'on donne, que l'on jette, les œufs devant les intercessions, dans les bureaux des ministres, partout les gens maraboutent. Sous leur sous-vêtements, ils portent des caleçons avec des gens maraboutent. Sous leur sous-vêtements, ils portent des caleçons avec des khatim. Mais tout le monde dans ce pays, la plupart du temps, ils essaient de maslam et prouvent que le christianisme. Le Monde Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. Démocratique du Congo, c'est la province de Kasaï centrale. Des violences entre les forces de l'ordre et les miliciens secouent cette partie du pays depuis septembre 2016. Au Niger, le principal opposant Ama Amadou a été condamné à 1 an de prison, laquelle il était international de bébé dans laquelle il était impliqué et déclaré coupable. Aujourd'hui à Niamey, la capitale du pays. Dès la reprise du procès, les avocats de la défense se sont retirés.
Et puis l'État de Washington a déposé la mise en œuvre du nouveau décret fédéral et c'est pour bloquer la mise en œuvre du nouveau décret anti-immigration de Donald Trump qui doit entrer en vigueur jeudi prochain. Le procureur général de Californie ainsi que d'autres États comme le Minnesota, New York ou l'Oregon ont fait savoir qu'ils se joignaient à ce recours. Radio Sénégal, les sports. Bonsoir Bassir Ossila. Bonsoir Gorbel Chakompa. Dans cette page des sports du basketball avec les Lions en préparation pour le tournoi de la zone 2 qualificatif à l'Afrique. Oui, le Brazzaville renforcé par des expatriés. Oui, le groupe des Lions du basket qui prend forme avec l'arrivée des renforts pour les qualificatifs à l'Afro-Basket 2017. Le travail se poursuit avec des expatriés présélectionnés pour le tournoi de Bamako du 17 au 19 mars avant celui de Dakar. C'est une aubaine pour le staff technique qui se réjouit de la disponibilité de certains cadres de l'équipe Benoît Badian. Des joueurs locaux et expatriés sur le parquet de Marius Ndiaye. Il s'agit des 16 présents sur les 22 Lions présélectionnés pour l'ultime étape de la préparation au tournoi de la zone 2 qualificatif à l'Afrobasket d'août prochain. Des joueurs d'ores et déjà déterminés au grand bonheur de l'encadrement technique dirigé par le sélectionneur, enjeu de taille suffisant pour faire appel à certains et au mondial, un enjeu de taille suffisant pour faire appel à certains joueurs cadres de l'équipe ayant finalement obtenu le feu vert de leur club. Antoine Mendy. Je suis content de retrouver l'équipe, le staff. Je tiens à remercier la fédération, les expatriés, parce que toutes les personnes qui ont travaillé justement pour nous libérer, nous les expatriés, parce que c'est pas facile de nous faire venir, surtout à cette période-là, surtout quand nos clubs ont besoin de nous. Je vois qu'on est dans la lancée de ce qu'on a préparé depuis l'année dernière. Une nouvelle dynamique en vue de l'Afro-Basket et de la prochaine Coupe du Monde. Par rapport aux joueurs qui sont là, je suis un ancien. J'ai fait plusieurs cannes, je sais ce que c'est. Donc moi, j'arrive déjà avec une expérience. Donc je suis prêt et je sais ce que je dois faire et je sais ce qui m'attend. Malé Ndoye et Han Dalmeda seront cependant les grands absents à Bamako pour la phase aller. Le capitaine et le meneur des Lions sont attendus la semaine prochaine pour l'étape de Dakar prévue du 24 au 26 mars. Bassirou Sylla, parmi les 22 Lions du basketball présélectionnés, 16 ont répondu à l'appel ce matin à la première séance d'entraînement à Marius Ndiaye. Oui, on l'a constaté dans le reportage de Benoît Badian et ces 16 ont effectué leur première séance d'entraînement aujourd'hui et une autre séance est prévue demain et c'est à huis clos. L'équipe nationale de basket a en vue le tournoi de la zone 2 dont la phase allait se disputer à Bamako du 17 au 19 mars. Demain, il faut signaler que la direction technique, l'encadrement, le capitaine et un membre de la fédération seront en conférence de presse. C'est à 11h et le départ pour Bamako au Mali est prévu jeudi prochain. C'est pour, je le rappelle, la participation de l'équipe nationale basketball pour les phases finales. En tout cas, pour les phases, disons tout simplement, ce sont des phases qualificatives pour l'Afro-Basket de Brazzaville. Voici aussi là, on reste en basketball et c'est pour parler des playdowns en garçon. Avec le derby thiessois qui a tourné à l'avantage de l'US Rail, l'US Rail a battu l'ASC Thiès 65-57. US Mboro a été battu en tout cas à domicile par Sibac 54-40 et dans le classement de ce playdown, l'US Rail caracole en tête avec 18 points. L'ASC Thiès et l'US Mboro sont au bas du tableau. Terminons avec le Casa Sport qui se professionnalise davantage avec un complexe multifonctionnel du club qui verra bientôt le jour. Le Casa Sport va se mettre aux normes techniques pour améliorer ses performances et pour ce faire, le club fagnon de Ziguinchor va se doter d'un complexe multifonctionnel érigé au quartier Nema 2. L'infrastructure va engloutir un financement de 200 millions de francs et les dirigeants du club ont procédé à la pose de la première pierre du complexe qui abritera également le siège du Casa Sport. Voici la correspondance de Madi Sissoko.
Au total, 200 millions seront nécessaires pour réaliser cet ambitieux projet qui permettra au club fanion de la région d'entrer dans l'ère du professionnalisme et du modernisme. Le club a déjà mobilisé 40 millions de francs CFA. Seydou Sané, président du club. Pour être un grand club et pérenniser toutes les activités et les actions que nous sommes en train de mener pour le bien de ce club, il fallait trouver d'abord un siège fonctionnel. Parce que sinon, à beau gagner des matchs, à beau gagner des coupes du Sénégal et même à beau gagner le championnat, c'est pour aller seulement aux premiers éliminatoires de la Coupe d'Afrique et revenir. Quand nous sommes venus, nous avons porté une vision. La vision, c'est de faire du Casa Sport un club attrayant et attractif à l'horizon 2020. À l'image du tout-puissant Mazembe ou d'autres clubs comme les clubs égyptiens ou tunisiens. Le complexe devrait être inauguré d'ici 2020. Seydou Sané. C'est un complexe où il y aura toutes les commodités, des chambres très bien climatisées, des salles de réunion, des salles spécialisées, une piscine et un terrain de foot. Le gouverneur de région a lancé un appel à toutes les bonnes volontés du pays, fils de la Casamance, y compris l'État, pour boucler ce budget. Alassane Sall. J'appelle toutes les bonnes volontés, les autorités étatiques, les fils de la Casamance pour faire bloc autour du président du club pour contribuer à l'érection dans des délais raisonnables de ce complexe historique qui va être un acquis de taille pour la région de Ziguinchor. RT Ziguinchor, Madi Sissoko. Madi Sissoko, merci. Et terminons, Gorbel, avec ce résultat de la huitième de finale, en tout cas de la Coupe de la Ligue en football. Le Stade de Mbour qui mène 1-0 devant l'AS Pikine et nous sommes à la 58e minute de jeu. Merci, Bassir Ozila. Le dossier économie de la rédaction. Ce dossier s'intéresse aux femmes de Thiès qui s'activent dans l'écaillage de poissons et la vente de pâtes de bœuf. C'est un reportage de Radio. La vente du tibia de bœuf, une activité menée depuis plusieurs années à Thiès par la gente féminine. C'est dans les couloirs du marché à la viande de Thiès qu'elle s'active au quotidien. Ces bonnes dames se lèvent très tôt le matin pour aller à la terrasse acheter le tibia de bœuf. Ici, la paire est vendue à 4 000 francs. Maïmouna Fall et Seynabou Sy, la vendeuse du tibia de bœuf. Nous sommes des mères de famille et ce commerce n'est pas facile. Nous achetons la paire de tibia de bœuf à 4 000 voire 5 000 francs et c'est très cher. Pourtant, il y a beaucoup à faire. Après, c'est à nous de les rendre consommables après rasage. Vous voyez comme on les découpe? Je suis âgée. Je n'ai pas cette force moi. Je paye également pour ça. Cette activité était très lucrative. Elle a permis à Ndaïsila, la soixantaine environ, d'équiper toute sa chambre, mais aussi de financer le baptême de ses petits-fils. J'ai fait 30 années dans ce métier et j'ai beaucoup d'acquis. Je prie Dieu pour qu'il me donne la force de continuer. Je pense aller à la retraite, mais mes enfants n'ont pas encore de travail fixe. Grâce à cette vente de tibia de bœuf, j'ai pu équiper ma chambre et baptiser mes petits-fils. Aujourd'hui, la vente du tibia de bœuf a perdu son lustre d'antan. La cherté des bœufs est indexée. Maïmouna Fall. On n'a pas beaucoup de bénéfices. Parfois, à la descente, j'ai 2000 ou 1000 francs. Et si j'arrive à ne pas avoir de paire de tibia de bœuf, je rentre bredouille. Moi, j'habite à Médina Fall. Chaque jour, je dépense 600 francs pour mon transport. Et si je parviens à vendre 2 ou 3 paires de tibia de bœuf, là, c'est mieux. Ces femmes qui ont choisi ce métier pour se procurer de l'argent rencontrent cependant quelques difficultés. Elles n'ont pas un endroit pour déverser leurs ordures et pourtant, disent-elles, chaque jour, elles s'acquittent de la taxe municipale. Maïmouna Fall. On n'a pas un lieu pour déverser nos ordures. De faire notre travail, nous sommes obligés de marcher très loin pour se débarrasser de ces immondices. On nous interdit les poubelles du marché. Et ces poubelles sont là pour tout le monde. Nous sommes très fatigués. Nous payons les taxes municipales et c'est un véritable calvaire.
Vous voyez, on nettoie minutieusement notre place avec l'eau de javel. C'est très propre. Ces vendeuses du tibia de bœuf vont plus loin et souhaitent être logées tout près des vendeurs de poissons pour mieux dérouler leurs activités. Vendeuses de tibia de bœuf, nous devons être dans le même endroit que les vendeurs de viande. Mais ici, c'est un problème d'espace qui se pose pour nous regrouper et mener à bien nos activités. Les vendeurs de poissons également doivent être à nos côtés. C'est pour être plus visible. Au marché central de Thiès, une autre activité génératrice de revenus intéresse les femmes. Il s'agit de l'écaillage du poisson. Seynabou Diakhaté s'y attelle depuis 5 années. Cela fait des années que j'exerce ce métier, mais depuis quelque temps, ça ne marche plus comme avant. Il arrive des fois, je ne gagne rien, ou d'autres fois, je parviens à avoir 1000 francs. C'est peu, mais si le marché est bien ravitaillé en poisson, on se frotte les mains. Actuellement, le poisson se fait rare. C'est difficile pour nous et pour les clients également. Auparavant, je gagnais entre 5 000 ou 3 000 francs CFA. Mais cette période est révolue. L'écaillage n'est pas sans conséquences. Il y a beaucoup de risques. On peut se blesser avec les écailles de poisson. Ces femmes qui ont choisi ces deux métiers demandent l'appui des autorités de la ville de Thiès. Elles soulignent qu'elles n'ont jamais bénéficié d'aucune subvention. Radio Thiès, Radio Sénégal. Radio Sénégal, la revue de presse. La presse du jour, lue et commentée par Arona Diouf. La politique et l'affaire Khalifa Sall à la une de la presse. Mairie de Dakar et les ministères retour dans Enquête quotidien sur ces différents. Et c'est pour dire écrit Ousmane Laye Diop du journal qu'avant la caisse d'avance, différents ont opposé la municipalité de Dakar aux différents ministères du gouvernement. La caisse d'avance, indique mon confrère, qui aura finalement été fatale pour Khalifa Sall, le maire de la capitale. Une affaire dite de la caisse d'avance s'entendant qui a valu à Khalifa Sall et 6 de ses agents en placement sous mandat de dépôt qui n'en finit pas. Constate Vox Populi d'alimenter l'actualité. Tout. Les débats tournent autour de cela. Les ténors de l'Alliance pour la République, selon la tribune, qui se sont prononcés sur cette affaire, des apéristes qui ont tous naturellement essayé d'enfoncer le maire de Dakar, coupable selon eux d'avoir agi de manière pas du tout catholique. Dr Mohamed Tete Djedjou, député dans les colonnes de l'Observateur quotidien, qui estime, je cite, que la reddition des comptes doit s'appliquer à tous et pas seulement à ceux qui gênent le pouvoir. Le fait est rare, relève ainsi le journal de Futurs Médias. Un fait rare, oui, voire un membre fondateur des deux coalitions Macky 2012 et Benno Bokk Yakaar, de surcroît député, ramé à contre-courant de la majorité présidentielle dans l'affaire Khalifa Sall. L'autre originalité dans cette affaire, la lecture de Mbaye Ndiaye, le ministre d'État, qui a osé dire, souligne la tribune, qu'il y a bien politisation. Du coup, ce n'est pas une bourde et carte Birima, pour qui c'est tout simplement un aveu sincère qui conforte tous ceux, selon la tribune, qui pensent que Khalifa Sall est coupable de ne pas être du côté du pouvoir, évoquant cette émotion qui entoure cette affaire, émotion selon Vox Populi sciemment entretenue, qui risque, s'inquiète mon confrère, d'envenimer la situation actuelle parce que les emprisonnements faits, le temps est à la menace, et c'est d'ailleurs, regrette Alham, le maire de Dakar, Khalifa Sall lui-même, qui, à la veille de son arrestation, a béni cette dangereuse inflexion en appelant quasiment à la révolte ses partisans. Il faut que cela cesse dans l'espace politique, s'exclame Vox Populi, qui s'interroge, oui, combien de leaders politiques ont été emprisonnés au Sénégal sans qu'on entende de déclarations malheureuses du genre, comme quoi une sorte de rappel à l'ordre. Mes confrères de Vox Populi d'alerter sur ces choses-là qui ne sont quand même pas acceptables. Finale de la CAN U20 perdue face à la Zambie. Encore un rendez-vous manqué, c'est le titre de mes confrères de 11 Sport qui rappelle ces deux finales jouées en 2015 et 2017. Deux finales aussi perdues des Lionceaux. Reprend le quotidien qui rate le grand saut à Lusaka qui les aurait couverts d'or finalement et reste saupoudré de malédiction selon Sucre Salé, avec cette deuxième finale perdue après celle de Dakar.